Bonjour, au nom de l'Oregon, nous sommes ici pour une conférence midi de l'Oregon. Le conférencier n'est nul d'autre que Julien Saint-Ville, détenteur d'un Master 1 et d'un Master 2 de l'Université Paris 8 sur le mouvement féministe haïtien. Il dispense des cours de sciences politiques à l'Université d'État d'Haïti tout en terminant son doctorat en sciences sociales appliquées à l'Université du Québec en Outaouais. Le réseau québécois en études féministes, d'ailleurs, lui a décerné en 2020 une bourse d'excellence pour le doctorat. Sa conférence portera sur les stratégies de représentation politique des femmes en Haïti, plus particulièrement sur les ratés du déploiement de la stratégie d'un quota de 30% de femmes aux postes décisionnels et de représentation prévue depuis 2012 dans la Constitution haïtienne. Alors, Julien, je te laisse la parole. Merci Nerita pour la présentation et merci à tout le monde et bienvenue à la conférence. Et je remercie aussi l'Oregon de m'avoir invité à faire cette petite conférence sur la représentation des femmes en politique en Haïti. En fait, la représentation des femmes en politique, c'est un sujet assez passionnant, un sujet très controversé et c'est un sujet qui traite de la capacité et de la possibilité des femmes à peser sur l'espace politique. Alors, il s'agit pour les femmes haïtiennes de pouvoir délibérer sur les choix, les enjeux de société, de faire entendre leur voix, d'intégrer leurs préoccupations dans l'agenda politique des dirigeants en Haïti. Alors, cette réflexion que je fais avec vous ce matin part d'un constat, c'est qu'il y a très peu de femmes dans le monde politique en Haïti. Je crois que le pourcentage, c'est à moins de 10%. Ça n'arrive pas même à 5%. Alors, la question à se poser, c'est comment se fait-il qu'il y a très peu de femmes dans le monde politique en Haïti? Qu'est-ce qui produit cette pénurie de femmes dans le monde politique haïtien? Alors, comme l'idée que je veux défendre dans le cadre de cette conférence, c'est qu'il y a un double mécanisme qui produit cette représentation minoritaire des femmes dans le monde politique haïtien. Il y a d'abord un paramètre d'ordre perceptif. C'est qu'en général, on perçoit les femmes comme étant incapables d'exercer le pouvoir politique. On dirait qu'il y a une antinomie, une dichotomie entre le fait d'être femme et de pouvoir exercer des charges politiques. Ça, c'est l'aspect symbolique, c'est l'aspect perceptif, ça c'est de l'ordre de la croyance. Mais à côté de cet aspect symbolique, il y a un aspect aussi institutionnel. C'est qu'il y a un ensemble d'institutions qu'on met en place en Haïti, soit le Parlement, la justice, la police. Et ces institutions-là, dans leur fonctionnement, dans leur déploiement, ils tendent à produire, à alimenter, à entretenir cette sous-représentation des femmes en politique. Et dans cette conférence, on va parler plutôt de l'aspect institutionnel. Comment il y a des institutions dans le Parlement, le mouvement féministe haïtien, la police, tout ça, comment ça alimente cette sous-représentation des femmes dans le monde politique. Alors, avant d'entrer dans le développement de cette idée, il y a 3 mots-clés sur lesquels on doit s'entendre. Le premier mot, c'est la représentation. Qu'est-ce qu'on entend par représentation politique? Alors, représenter, c'est rendre présent une entité qui ne l'est pas. D'accord? C'est rendre visible, rendre sensible une entité. L'entité peut être une idée, ça peut être un objet, ça peut être une population, mais c'est de rendre présent quelque chose dans un espace où il n'est pas. Alors, représentation en politique, c'est le fait que de rendre les femmes, en termes de présence numérique, mais en termes d'idées aussi, c'est le fait de les rendre présentes dans l'espace politique. Et là, dans la question de la représentation politique, il y a plusieurs types de représentation. Il y a la représentation descriptive, mais il y a aussi la représentation substantielle. Et dans le cadre de cette conférence, je vais aborder surtout la représentation descriptive. Et dans la représentation descriptive, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect symbolique, c'est le fait que, par exemple, il y a une femme au Parlement et cette femme-là représente toutes les femmes haïtiennes, sans que ça prenne en compte le pourcentage de femmes qu'il y a dans la population haïtienne. Ça, c'est la représentation symbolique. Mais il y a un autre type de représentation d'ordre descriptive aussi, qui est la représentation miroir. C'est ce qu'on appelle la représentation microscopique. C'est le fait que
les femmes sont là, non seulement encore en présence, mais aussi en pourcentage. S'il y a 50% de femmes dans la population, on entend à ce qu'il y a aussi un pourcentage tel aussi dans le monde politique. Et en termes de présence, là, c'est la représentation, pas en termes d'action, en termes d'idées, mais en termes de présence. Donc, je vais aborder cette idée de représentation politique des femmes en Haïti sur la base de la présence numérique des femmes dans le monde politique en Haïti. Et là, une assemblée est dite représentative dans la mesure où elle reflète la société. Elle reflète la société à travers différents groupes, à travers ses populations. Donc, s'il y a des femmes dans la population haïtienne, il faut que les femmes aussi soient présentes là où l'on décide de l'avenir, du destin du pays. L'autre thème qui est important qu'on doit essayer aussi de discuter, c'est le thème de femmes. Bon, c'est simple, mais c'est à la fois compliqué. Et là, je vais prendre femmes dans le sens d'un groupe social. Et c'est un groupe social qui existe dans les relations qu'il développe avec un autre groupe social qui est le groupe homme. Et ces relations sont souvent des relations de pouvoir. Et des relations de pouvoir qui sont basées sur deux principes. Un principe de catégorisation, de bicatégorisation, il y a homme et il y a femme. Mais aussi un principe de hiérarchisation. C'est que les hommes sont supérieurs et que les femmes sont inférieures. Et cette forme de catégorisation s'inscrit surtout dans un projet politique, dans un ordre politique, qu'on pourrait appeler l'ordre patriarcal. Et c'est un ordre politique où, souvent, ce sont les hommes qui majoritairement dominent les femmes. Ça ne veut dire pas que toutes les femmes sont dominées, que tous les hommes sont dominés. Majoritairement, les hommes, ils contrôlent les mécanismes de la domination. L'autre thème qui est important aussi pour pouvoir discuter de cette conférence, c'est le thème politique. Alors là, on va prendre le politique dans trois sens. C'est d'abord le politique comme le vivre ensemble, comme un mécanisme qui construit l'unité nationale, qui construit le vivre ensemble. Oui, on est différents, il y a plusieurs groupes dans la société, mais si on est ensemble, il y a un mécanisme qui produit cette unité, qui produit ce vivre ensemble qui fait qu'on coopère, malgré les différences, malgré les conflits. Donc le politique, c'est ce qui crée le cadre du vivre ensemble, qui crée le cadre de gestion du conflit. Par exemple, au Québec, si on est une nation, c'est parce qu'il y a des mécanismes, des institutions qui produisent cet idéal national, cette unité nationale. Là, on prend le politique dans ce sens de l'unité nationale, d'un État, d'accord, qui construit ce monde dans lequel on vit. Et le politique a un deuxième sens, c'est le politique dans le sens de politique publique, de plans, de programmes, d'actions qui visent à satisfaire les besoins d'une catégorie ou autre de population. Et là, c'est important aussi pour voir comment, en fait, dans les actions politiques, dans les programmes politiques qu'on fait en Haïti, comment on intègre aussi les besoins des femmes, les préoccupations des femmes. Et le politique, ça a un troisième sens, c'est le politique dans le sens de lutte politique. C'est les luttes que mènent les partis politiques, les politiques pour arriver au pouvoir, pour garder le pouvoir, pour conserver le pouvoir. Donc, quand on va parler de représentation politique des femmes en Haïti, on va parler de représentation politique dans ces trois sens-là. Est-ce que les femmes sont présentes dans les instances qui dirigent la société? Est-ce que les femmes aussi sont présentes dans les politiques publiques? À quel pourcentage? Est-ce que les femmes aussi sont présentes dans les partis politiques, dans les luttes qui se font pour arriver au pouvoir? Et en ce sens, la représentation politique des femmes, c'est le poids des femmes, l'influence que les femmes exercent sur la définition des programmes politiques, sur la définition, le fonctionnement du système politique. Et aussi, c'est la présence des femmes au sein des organes qui exercent le pouvoir de gouverner, dans les assemblées qui légifèrent sur les questions de société, dans les instances qui décident du budget, de l'éducation et de la santé. Là, quand je vais parler de la représentation politique des femmes, c'est dans ce sens-là. Et ça, c'était l'aspect plus ou moins notionnel, conceptuel de la conférence. On va passer à un aspect beaucoup plus pratique et qui porte sur la situation même des femmes en politique en Haïti. Et je l'ai dit à l'entrée de la conférence, et en fait, les femmes, en termes de pourcentage, ils sont peu dans le monde politique en Haïti. Et pour pouvoir parler de la pénurie des femmes dans le monde politique en Haïti, on va prendre exemple le Parlement. Parce que le Parlement, dans une démocratie représentative, c'est le théâtre de la représentation. D'où le rapport entre le Parlement et la nation, le Parlement et le peuple. Donc on va prendre le Parlement haïtien comme exemple. Il faut dire qu'en fait, Haïti est à 50e
sa 50e législature. Alors, une législature, c'est la durée de mandat qu'une assemblée législative exerce. Bon, ça peut correspondre avec la durée de mandat de parlementaire, mais ça peut ne pas non plus correspondre à la durée de mandat de parlementaire. Et on sait qu'en fait, les législatures, ça rythme les échéances électorales. On va planifier les élections en fonction de la législature. Et la législature en Haïti, ça dure 4 ans. Ça veut dire chaque 4 ans, les Haïtiens devraient normalement organiser les élections pour renouveler le Parlement, pour avoir une nouvelle législature. Mais ce qu'on constate en Haïti, c'est qu'en fait, il y a toujours des retards. On ne respecte pas les échéances électorales comme ça. On n'arrive pas à renouveler le Parlement. Maintenant, on n'a pas de Parlement. Alors, si on prend par exemple les 3 dernières législatures, la 48e, la 50e, la 48e, la 49e et la 50e législature, les statistiques disent à la 48e législature, sur les 129 parlementaires, députés et sénateurs qui composaient l'Assemblée nationale, il y avait 8 femmes pour 121 hommes. Ça a fait un pourcentage de 2,2% de femmes contre 93,8% d'hommes. Ça, c'était à la 48e législature. Pour la 49e législature, sur les 129 parlementaires qui composaient les 2 chambres, parce qu'on a 2 chambres, une chambre des députés et une chambre du Sénat, il y avait 6 femmes pour 123 hommes. Ça fait un pourcentage de 4,65% de femmes contre 95,35% d'hommes. Et à la 50e législature, la dernière en date, il y avait 4 femmes sur 149 parlementaires. On a augmenté le nombre de parlementaires, mais on a moins de femmes au Parlement. Et le taux de représentation de femmes à la dernière législature, ça a été de moins de 3%. Alors que les femmes représentent 52% de la population haïtienne, d'après les dernières statistiques. Et les femmes aussi représentent la plus forte part de l'électorat en Haïti. Les gens, la population, les personnes qui ont la qualité pour exercer non seulement le droit de vote, mais aussi le droit d'éligibilité. Donc ça prouve qu'il y a un ensemble de contraintes, un ensemble d'obstacles qui empêchent aux femmes haïtiennes de jouir pleinement de leurs droits politiques, de leur citoyenneté politique. Alors, on n'entend pas cette citoyenneté politique-là, cette capacité, cette qualité qui autorise une personne à exercer des droits politiques, quel que soit le droit politique. Donc, on peut prendre encore des exemples. Il y a l'Union interparlementaire, qui est un organisme international, qui publie chaque mois un rapport sur la présence en pourcentage des femmes dans les parlements nationaux. Et sur 191 pays, et surtout avec les chambres basses, et Haïti vient après le Libéria et le Yémen. Je crois que les pays qui sont en tête, c'est d'abord le Rwanda, avec presque 60% de femmes. Il y a Cuba qui a 50% de femmes. Le Canada, c'est 59e position avec 30,3% de femmes. Et en Haïti, parce qu'on n'a pas pu organiser les dernières élections, on n'a pas pu renouveler le Parlement, donc on a 0 femme maintenant. Parce qu'en fait, je crois que le Sénat est réduit à son tiers. Au Sénat, il y a 30 sénateurs. Maintenant, on a 10, parce qu'en fait, on n'a pas pu organiser les élections pour renouveler les 2 tiers du Sénat. Et la Chambre des députés est complètement caduque, donc il n'y a pas de députés. Et les 10 sénateurs sont des hommes. Donc il y a 0% de femmes au Parlement en Haïti. Donc, cette réalité traduit un décalage entre un régime politique et un régime de citoyenneté formel et la réalité. Parce qu'en fait, dans la constitution haïtienne, comme dans beaucoup d'autres constitutions, les femmes sont égales aux hommes en politique. Mais dans la réalité, c'est pas la même chose. Donc, c'est un décalage entre le droit et le fait. Dans le droit, oui, les femmes sont égales aux hommes, mais en réalité, dans les faits, il y a une inégalité qui existe et qui continue à exister. Donc, ces informations que je viens de donner traduisent une sorte de fossé entre les hommes et les femmes dans l'accès au mode politique, dans l'accès au mandat de représentation. Et ces données-là permettent de passer à la dernière partie de la conférence, et qui va se porter sur les difficultés
les obstacles que rencontrent les femmes haïtiennes sur le chemin qui mène à la représentation politique, qui mène à avoir un mandat au Parlement. Et on va prendre les élections de 2015 pour illustrer quels sont les obstacles que les femmes ont été rencontrés pour pouvoir accéder au Parlement. Alors, les informations que je vais donner sont basées sur 2 enquêtes, une recherche qualitative que j'ai menée pour une organisation féministe en Haïti, la SOFA, c'était en 2016, immédiatement après les élections, et les dernières entrevues que je viens de réaliser en Haïti pour ma thèse. Alors, souvent on parle des obstacles qui empêchent aux femmes d'accéder au monde politique. Alors, théoriquement, si on prend les recherches qui existent, il y a 3 obstacles qui bloquent l'accès des femmes à l'égalité politique entre les hommes et les femmes. Alors, la notion de l'égalité s'applique là à un impératif de mixité. C'est la cogestion de la société à la fois par les hommes et les femmes. Alors, ces obstacles-là sont de 3 ordres. Il y a des obstacles qu'on dit qui sont des obstacles structurels et qui est lié à l'intégration des femmes dans le monde économique, dans le monde professionnel, dans le monde du travail, dans le monde social en général. Ce sont des obstacles structurels. On va voir quel taux de femmes qui ont accès à l'emploi, à l'éducation, tout ça. Ça va permettre de voir est-ce que les femmes ont la capacité de pouvoir exercer, et la liberté aussi de pouvoir exercer la politique. Le deuxième type d'obstacles sont d'ordre institutionnel. Et c'est lié à un système politique, à un système de partis qui, dans leur fonctionnement même, maintient un monopole masculin du pouvoir. Là, ce sont les institutions politiques même qui agissent à mettre les femmes hors du système politique. Et le troisième type d'obstacle, ce sont des obstacles culturels qui est lié à un climat politique, idéologique, sociétal, souvent hostile même à la représentation, à la présence des femmes dans le monde politique. Alors, d'après l'enquête, les Haïtiennes ont rencontré des obstacles avant les élections, pendant les élections et après les élections. Et si on prend les obstacles avant les élections, c'est-à-dire avant le début du processus électoral à proprement parler, il y a une première catégorie d'obstacles qui est liée à la faible normalisation du système politique en Haïti. Bon, on a des informations sur Haïti, par exemple, et à chaque fois qu'il va arriver les séances électorales, il y a des crises, des turbulences politiques, de l'insécurité, d'accord, d'instabilité politique, des violences, d'accord, qui rendent souvent inopérationnelles les institutions politiques. Et ça, c'est un indicateur qui dit le niveau de violence qu'il va avoir pendant la période électorale. Et ça démotive les femmes. Ça démotive les femmes, ça fait que les femmes ont peur une peur juste de s'investir dans l'espace politique. Parce qu'en fait, il va y avoir des morts violentes, il va y avoir toutes sortes d'insécurités. Ça, c'est un premier obstacle qui est lié à la normalisation du système politique en Haïti, à la difficulté à pacifier le jeu politique en Haïti. Et le deuxième type d'obstacle avant les élections, ce sont les partis politiques. On sait que dans un régime démocratique, le Parlement, c'est la passerelle qui mène au pouvoir. Et en Haïti, comme c'est dans beaucoup d'autres pays, les partis politiques sont presque contrôlés par les hommes. Et ce sont les hommes qui choisissent les candidats, qui font les listes de candidatures. Et en Haïti, étant donné que le système politique n'est pas aussi formel, il n'y a pas des principes objectifs qui permettent de choisir les candidats. Donc, c'est selon leur volonté, leur passion, leurs désirs que les chefs de parti montent les listes de candidatures. Et comme ils sont sexistes, ils ne voient pas les femmes de bon œil. Donc, quand on va choisir, quand on va monter, quand on va confectionner la liste de candidatures, on choisit très peu de femmes. Et l'autre obstacle, c'est lié tout simplement aux frais exorbitants qu'on doit payer pour pouvoir inscrire dans le processus électoral. Donc, il y a un tas de pièces, un tas de papiers à rassembler. Il faut payer les impôts, tout ça. Et souvent, il y a des femmes qui n'ont pas cette somme-là pour pouvoir payer pour se faire inscrire dans le processus électoral. Et il y a des démarches administratives qui sont aussi payantes aussi, et que les femmes qui n'encouragent pas les femmes à participer au processus électoral. Et l'autre obstacle avant les élections, il y a les groupes féministes en Haïti qui sont de moins en moins dynamiques sur les questions de politique. Donc, et ces groupes-là, ils n'arrivent pas à constituer une force
capable de négocier avec les partis politiques, avec l'État, des mesures de compensation pour pouvoir voir comment on peut insérer plus de femmes dans le monde politique. Et souvent, par exemple, on a des crises en Haïti, souvent il faut des dialogues politiques pour trouver un consensus, pour faire les élections. Et durant ces dialogues-là, c'est là qu'on prépare les élections. Et souvent, ces groupes féministes ne sont pas présents dans les dialogues post-électoraux, dans les dialogues de sortie des crises. Donc, c'est là par exemple, en Haïti, les CEP le collège électoral, c'est un collège électoral de circonstance. Ce n'est pas un collège électoral permanent. C'est à chaque élection, on monte un collège électoral. Et les hommes politiques, c'est là qu'ils jouent. Il suffit que tu contrôles les gens qui sont au CEP, tu vas gagner les élections. Donc, si tu n'es pas là pour négocier ta place dans le collège électoral, tu es en partant perdant aux élections. Et les femmes, souvent, elles ne sont pas là. Ça, ce sont les obstacles avant les élections. Il y a des obstacles aussi pendant les élections, pendant la campagne. Et le premier obstacle, c'est lié à une question d'argent. Par exemple, les élections, c'est partout, c'est dans le monde, ça coûte très cher. Et surtout avec les nouvelles technologies de communication, les nouvelles technologies d'information, il faut faire des affiches, il y a tous les réseaux sociaux, il faut mobiliser les gens. Ça coûte beaucoup d'argent. Et en Haïti, l'État en soi ne finance pas les partis politiques. L'État ne finance pas, il n'y a pas un fonds public pour financer les partis politiques. Et les privés aussi, les bailleurs de fonds privés, ils ne financent pas les femmes. Parce qu'ils considèrent les femmes comme des candidats perdants à l'avance, comme des candidates faibles, parce qu'en fait, les femmes ne sont pas dans la préparation, dans les préparatifs pour pouvoir gagner les élections. Donc, ils n'investissent pas dans les candidatures féminines. Donc, il fait que les femmes, souvent, c'est avec leur fonds personnel, avec des contributions de leurs proches, d'accord, qu'ils alimentent les fonds de campagne. Donc, il fait que les femmes ne peuvent pas, sur ce terrain, concurrencer aussi les hommes qui ont accès à des fonds, à d'autres fonds. Et l'autre chose qui est importante aussi pendant la période de campagne, c'est qu'en fait, les candidates que j'ai questionnées pendant l'enquête disent qu'elles reçoivent très peu ou pas de soutien des groupes féministes, des groupes de femmes qui font de la mobilisation, qui font de la sensibilisation sur les questions de genre. Au moment des élections, sur le terrain électoral, ils ne sont pas présents pour accompagner les candidates. Donc souvent, les candidates, elles se trouvent seules dans un parti politique qui ne les accompagne pas, ils ne trouvent pas financement. Donc là, ils se sentent un peu seuls dans le processus. Et ça, c'est un obstacle pendant la campagne. Et le troisième obstacle durant la campagne, c'est l'impunité. C'est qu'en fait, il y a des gens qui vont trouver des fonds de sources douteuses, et des fonds qui viennent de la drogue, du kidnapping. On enlève beaucoup de personnes en Haïti maintenant. Et ces enlèvements-là, ils rentrent dans une stratégie pour préparer les élections. Les gens qui font de l'argent dans cette insécurité, ils vont investir cet argent-là pour pouvoir gagner les élections. Et les femmes, elles ne sont pas là. Elles hésitent à s'impliquer dans ces choses-là. Donc, il fait que l'impunité, et le collège électoral ne vérifie pas aussi les sources des fonds qui alimentent le fonds de campagne des candidats. Donc, il y a une impunité, une corruption qui joue en défaveur des femmes en Haïti. Et l'autre chose, et on en a parlé tout à l'heure, c'est la violence. Les fraudes électorales, les corruptions, là où la provocation, la violence douce ne suffisent pas. Les acteurs politiques, les candidats, ils recourent aux armes, aux menaces, à la pression pour pouvoir gagner les élections. Souvent, les campagnes électorales se transforment en deux champs de bataille, deux champs de guerre, où ce sont les forces des armes, la corruption, qui vont dire qui va remporter ou qui va perdre une élection en Haïti. Et surtout, on sait qu'en fait, il n'y a pas de règles objectives pour pouvoir réguler le jeu politique. Et même quand il y a des règles, on ne les respecte pas. Parce qu'en fait, tout le monde est monnayé. Les gens qui font les élections, ils sont monnayés. Ils sont aussi dans la corruption. Qui fait que tout cela joue en défaveur de la présence substantielle des femmes dans le monde politique. Et le dernier obstacle, c'est un obstacle après les élections. Ce qu'on constate, c'est qu'en fait, le processus électoral a des répercussions sur les femmes, même avant les élections. Et la première répercussion, elle est d'ordre économique. Parce que ces femmes-là, ils ont mobilisé leurs fonds personnels pour pouvoir aller aux élections. Ils cumulent des dettes. Il y a une femme qui appelle ça des dettes électorales. Et souvent, ils sont à sec, ils sont appauvris après les élections.
Donc, ils n'ont rien après les élections. Ils ont tout dépensé pour pouvoir voir si elles peuvent gagner les élections. Et le jeu électoral, c'est un jeu entraînant. Ça attire. Dès que tu es là-dedans, tu penses que tu peux gagner. Et tu investis tout là-dedans pour pouvoir gagner. Et les jeux qui se font sur le terrain ne permettent pas aux femmes de gagner les élections. Et l'autre impact que les élections, le processus électoral, l'expérience électorale a sur les femmes, c'est un impact psychologique, c'est la détresse, c'est la souffrance. Et ça suscite chez les femmes un sentiment d'impuissance, de découragement, de frustration, de vulnérabilité. Pour eux, pour ces femmes-là, c'est une grande déception. Par exemple, on les met dans un jeu pour lequel elles n'étaient pas préparées. Avec tout ce qu'il y a comme montage de corruption, d'impunité, de violence, les femmes haïtiennes, en majorité, elles ne sont pas préparées à jouer ce jeu-là. Et l'autre impact, c'est d'ordre politique. Ce qu'on constate, il y a deux postures. Il y a des femmes qui jettent l'éponge après le processus. Elles se démobilisent. Elles disent qu'elles ne vont plus participer aux élections. Mais il y en a aussi qui pensent que c'est à cause du parti, qui essaient de changer de parti. Donc, c'est un double phénomène de désenchantement politique. Elles sont plus intéressées à la question politique, à la participation aux élections, mais aussi il y en a qui essaient de changer de parti pour pouvoir voir est-ce qu'avec tel parti, je vais pouvoir gagner les élections. Donc, c'est pour dire que les femmes rencontrent un ensemble de barrières avant, pendant et après la campagne électorale en Haïti. Et ces obstacles-là s'insèrent dans un cadre institutionnel qui génère surtout l'instabilité politique à répétition, un système de partis politiques non structurés, des compétitions électorales violentes. Et toutes ces dynamiques-là s'érigent en obstacle contre l'arrivée de plus de femmes au Parlement. Pour finir cette discussion, et à côté de ce dispositif institutionnel, il y a aussi un dispositif culturel, perceptif, qui rend aussi la partie difficile pour les femmes. C'est qu'il y a en Haïti un passé colonial, il y a l'esclavage, il y a le christianisme aussi, il y a la logique du pouvoir absolu. Tout cela crée un imaginaire sociétal favorable au machisme, à la virilité, à l'usage de la force dans les jeux politiques. Et ça ne joue pas en faveur des femmes. Et à côté de ces facteurs socio-historiques et culturels génèrent un conservatisme social qui fait qu'on perçoit les femmes comme étant des figures non politiques. Donc oui, les femmes peuvent être dans la famille, dans le commerce, accompagner leur mari, prendre soin des enfants, mais dans le monde politique, on ne voit pas vraiment les femmes. Et on met tout en place pour empêcher les femmes d'y arriver. Donc, et maintenant, la question pour finir, c'est comment franchir ces obstacles? Comment dépasser ces obstacles? Je crois que ça peut être l'objet d'une autre intervention. Et sur ce, je vous dis merci et merci de m'avoir écouté. Et s'il y a des questions, donc je suis prêt à prendre les questions. Merci.